Amis réfractaires, aujourd'hui on va discuter d'un sujet dont on n'a pas parlé pour le moment sur la chaîne, c'est celui de la 5G. Alors ce qui est vraiment cool avec la 5G, c'est que ça permet de poser énormément de bonnes questions. À savoir, pourquoi est-ce que les trains sont devenus aussi chiants ? Enfin, j'imagine qu'avant ils étaient plus animés que ça, j'ai peut-être pas trop connu, mais aujourd'hui tout le monde est sur son téléphone ou sur son ordinateur ou tout ça. Je dis pas que c'est mal. Je dis que c'est devenu chiant et que personne l'a décidé. Donc je comprends bien, ces progrès techniques, elles ont arrangé les banquiers, les financiers, certains chefs d'entreprise et tous ceux qui nous gouvernent plus ou moins en ce moment, ce qui fait que on est arrivé dans cette situation. Et il y a eu du marketing et tout ça, mais on l'a pas vraiment décidé politiquement de ça. C'est juste quelque chose qui s'est fait et on l'a juste constaté, on est juste allé dedans, quoi. Mais peut-être qu'on ne voulait pas ce monde-là, finalement. Et cette question-là, essentielle du rapport de la technologie à nos sociétés, elle se pose enfin avec la 5G. Parce qu'il va falloir faire passer des lois, parce qu'il va falloir installer des nouveaux trucs, ce qui fait que très concrètement, on peut décider politiquement si oui ou non on veut de ce truc-là. Et vu qu'il y a un débouché politique, forcément, il y a des mouvements qui vont avec. Et c'est pour ça que la 5G, ça va être la prochaine grosse bataille qui va avoir lieu, parce que ça va fédérer énormément de personnes différentes qui vont être contre pour différentes raisons. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'alimenter au maximum le mouvement social d'analyses intéressantes, comme Le Monde diplomatique l'a fait dans son numéro d'octobre. Cet article, il s'appelle « Bataille géopolitique autour de la 5G ». Et donc le titre présente bien l'article, on va parler de géopolitique et de 5G. L'acteur au centre de cette bataille, c'est l'entreprise Huawei. C'est une boîte chinoise qui est détenue à 99% par ses employés à travers un système de stock option. Elle n'est donc pas cotée en bourse et la direction y est tournante. En tout, la boîte emploie près de 200 000 personnes dans 170 pays. Au début, simple revendeur de produits électroniques, Huawei est devenu le premier revendeur de smartphones au monde depuis l'été dernier. La plus grande offensive industrielle de la 5G est faite par cette entreprise, et tout ça, c'est très bien résumé par le nombre de brevets déposés à ce jour. Huawei arrive en tête devant ses concurrents sud-coréens et scandinaves. Les États-Unis, quant à eux, arrivent loin derrière. Il faut dire aussi que l'entreprise met du cœur à l'ouvrage. 10% de ses bénéfices sont directement dépensés dans la recherche et développement, soit près de 15 milliards de dollars, plus que Microsoft ou Apple par exemple. Et l'innovation, c'est l'allié le plus important dans cette bataille pour la 5G, vu que ça ressemble plutôt à une course contre la montre pour investir le premier les marchés des télécoms dans les différents pays. Et face à la Chine, t'as un autre empire qui est plutôt déclinant, celui-là, c'est les États-Unis qui ne veut pas laisser sa place de leader à la Chine. Le souci, c'est que les États-Unis, eux, ils ont absolument aucune industrie ou entreprise qui peut faire face à Huawei ou à d'autres géants chinois de la sorte. Ce qui fait que ils sont un peu désarmés dans cette bataille. Cette contradiction entre deux places économiques qui se veulent hégémoniques a d'ailleurs été le sujet d'une courte vidéo de Oui D'accord qui montre que ce genre d'affrontement est un des principaux moteurs du capitalisme et bien sûr le lien est en description. En tout cas, si on revient à notre histoire de 5G, les États-Unis lancent une guerre de communication contre la Chine. Pour elle, la Chine domine le marché en violant la propriété intellectuelle. Elle construit des infrastructures télécom dans des pays du Sud pour les rendre dépendants et elle a acquis une situation monopolistique sur un marché qui permet à l'État et à l'armée d'espionner les données circulant sur les terminaux chinois. D'ailleurs, dans l'article publié sur Le Monde diplomatique, il précise que toutes ces affirmations ne sont pas franchement prouvées. Mais l'important, c'est de donner un discours aux médias qui va directement servir les intérêts géopolitiques des États-Unis. À force de diplomatie, les États-Unis obtiennent l'abandon par le Chili d'un projet de câble transpacifique et le retrait de tous les terminaux Huawei en Grande-Bretagne, qui était pourtant la cible européenne privilégiée de la Chine. Quant à l'Union européenne, malgré l'opportunité offerte par Ericsson et Nokia, aucune politique commune n'a été trouvée, vu que l'axe qui a été choisi, c'était celui de prendre la 5G comme une sécurité nationale, et ça, c'est une des rares prérogatives qui reste encore aux États. Ce qui fait que chacun a fait son truc dans son coin. Donc ça, c'était dans les autres pays, mais aux États-Unis, là, c'est la guerre totale. Ils ont interdit à l'entreprise toute prise de participation dans des boîtes états-uniennes et sont menacés aujourd'hui de ne même plus pouvoir vendre des produits là-bas. Le gouvernement Trump a ensuite ordonné l'arrestation de la fille du directeur de Huawei, aussi directrice financière de la boîte, pendant une escale au Canada. Le président a demandé aux fonds de pension gouvernementaux de ne plus financer les entreprises chinoises. Les sous-traitants de l'État fédéral doivent prouver n'avoir aucun lien commercial avec Huawei et les entreprises chinoises cotées en bourse aux États-Unis doivent rendre des comptes et déclarer tout lien qu'elles auraient avec Pékin. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la 5G, elle entraîne un tel engouement qui nécessite autant d'efforts diplomatiques et économiques ? Et pour répondre à cette question, il faut s'en poser une autre. Qu'est-ce que c'est la 5G ?
Et c'est pas compliqué, hein, c'est une norme qui va permettre d'accélérer les débits Internet, mais surtout, ça va permettre de multiplier les terminaux qui vont se connecter sur Internet. Donc demain, on ne va pas répondre aux défis climatiques, par contre, on va réussir à connecter ton grille-pain, ton frigo, tes chaussettes et ton ouvre-bouteille sur le même réseau et tu vas avoir des notifications sur ton téléphone qui vont correspondre à l'activité de chacun de ces objets. Voilà, donc ça représente de l'argent, donc c'est quelque chose de très envahissant et c'est déjà une très bonne raison pour essayer de dominer le marché. Mais comme on va le voir ensemble, il y a d'autres raisons qui justifient cette guerre diplomatique. La première d'entre elles a été dévoilée par l'affaire Snowden. En 2010, la NSA lance une attaque nommée Shot Giant et pirate les serveurs de Huawei. L'objectif, c'était de choper des informations qui prouveraient le lien entre la boîte et l'armée chinoise. Rien n'a été trouvé de ce côté, mais il y a eu un deuxième but à la main-d'œuvre, découvrir les failles de sécurité des équipements chinois pour pouvoir espionner les pays comme l'Iran ou le Pakistan. Donc au-delà des enjeux simplement commerciaux, tu as surtout l'enjeu de l'espionnage vu que les États-Unis, avant l'arrivée de la 5G, de Huawei et tout ça, ils dominaient largement les télécommunications, ce qui leur permettait d'espionner un peu tout le monde, ce qui forcément donne un petit avantage stratégique au niveau de la diplomatie, au niveau de l'industrie, au niveau de tout ce que tu veux. Et là, avec la 5G, c'est une remise en cause totale de ce monopole d'espionnage-là qui est en question. Autre enjeu, avec la 5G vient des centaines de milliers de brevets qu'il faut respecter et donc rémunérer à travers des redevances. Et si les États-Unis dominaient avant le marché, comme on l'a vu, aujourd'hui c'est la Chine et la Corée du Sud qui remportent largement la partie. Et vu que ces brevets seront ensuite utilisés par toutes les technologies à l'avenir, elles deviennent d'autant plus le symbole de la domination industrielle. Encore une preuve que le centre du monde économique est en train de se déplacer inexorablement, d'où la résistance qu'opposent les États-Unis pour ralentir le phénomène. Mais vu qu'ils ne peuvent plus résister par la technologie, ils le font par le réseau diplomatique et la sanction économique. Mais ce qu'il faut préciser quand même, c'est que le nombre de brevets ne fait pas tout. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est que tu as des brevets qui sont essentiels, qui ont été élaborés notamment par Ericsson et Nokia, et c'est juste autour de ça, c'est plein de petites technologies qui sont rajoutées ici et là par Huawei. Mais l'important à retenir, c'est que la puissance américaine s'effrite année après année, et par rapport à ça, tu as d'autres chiffres qui sont vachement intéressants. En 1998, les États-Unis touchaient 26 fois plus de redevances que la Chine grâce à leurs brevets. Aujourd'hui, le coefficient n'est plus que de 1,7. Ce renforcement a permis à la Chine de peser sur les institutions internationales de la propriété intellectuelle, dont le gouvernement chinois est très critique. Elle a notamment lancé un programme qui s'appelle China Standard 2035, et ça dans un seul but, modifier ces lois marchandes qui ont été écrites pour favoriser l'hégémonie américaine. Ce qui fait que derrière tous les enjeux qui concernent la 5G, tu as avant tout une bataille qui est menée entre la Chine et les États-Unis, une bataille qui est diplomatique, commerciale, industrielle, mais aussi normative. Ce qui explique pourquoi Trump vise plus Huawei ou même TikTok qui sont en réalité le symbole de la force industrielle et technologique chinoise. Alors que si le débat c'était plus sur la 5G, l'entreprise d'État ZTE aurait été la candidate parfaite. Les sanctions prises sont donc en réalité autant de monnaies d'échange utilisables pour de futures tractations entre les deux pays. Des sanctions qui, de manière faussement paradoxale, forcent la Chine à réorienter ses chaînes de production et à accélérer son processus d'indépendance en développant par exemple des systèmes d'exploitation concurrents d'Android et d'iOS pour les smartphones. Une situation qui montre aussi l'impasse économique du libéralisme qui n'arrive tout simplement pas à lutter contre la Chine qui organise ses entreprises et coordonne leur action avec un État fort et souverain. Alors évidemment, je ne fais pas l'éloge du pays et là-bas ça part en cacahuète dans plein de domaines qui font vraiment flipper, mais c'est juste qu'au niveau économique et diplomatie, il faut reconnaître qu'ils sont beaucoup plus stratèges et moins idéologues que les Occidentaux. Ce qui fait que quand on parle de la 5G, en fait, on ne peut pas parler d'autre chose que ce rapport de domination et d'hégémonie entre la Chine et les États-Unis. Le souci étant, c'est que face à la pression de la Chine, des États-Unis et de leurs alliés, les questions environnementales ou sociétales pèse pas très lourd, quoi. Et si on voulait faire ça, il faudrait que la France elle dessine une véritable troisième voie diplomatique qui soit pas celle du capitalisme productif et mondialiste des États-Unis, ni celui du capitalisme productif et mondialiste chinois, qui soit une troisième voie à laquelle on peut incorporer des valeurs qui soient beaucoup plus écolo, beaucoup plus sociales. Le problème étant que vu que Macron c'est à la fois l'enfant de l'oligarchie et du système médiatique, il va pas aller contre les intérêts de cette petite oligarchie. Le problème étant que cette oligarchie elle est basée sur ce même capitalisme productiviste et mondialiste, ce qui fait que
Ce qui fait qu'on n'est pas dans la merde. C'est donc pas du tout étonnant de voir Emmanuel Macron soutenir à ce point la 5G, refusant même le moratoire qui a été demandé par la Convention citoyenne pour le climat. Lui, il ne fait que du spectacle et sur des sujets qui ne contraint pas ses amis milliardaires, comme la sécurité, l'identité ou la lutte contre l'islamo-gauchisme. Ça montre aussi que la question de la 5G n'est pas uniquement que sociétale, et que si cette lutte peut être vertueuse, elle doit aussi intégrer dans sa critique une dimension géopolitique, puisqu'une troisième voie nécessaire ne peut se construire sans un rapport de force qui se construit et qui se planifie. Comme je le disais en introduction, la 5G permet de poser énormément de bonnes questions. Et une des plus importantes, c'est si on veut vraiment lutter contre la 5G, alors il va falloir organiser un rapport de force au niveau international. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire très concrètement pour assurer la souveraineté et l'indépendance de la France qui incarnerait une troisième voie face à la Chine et aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron, il parle d'amiche avec la 5G, c'est pour provoquer les gens, pour essayer de poser un clivage qui est absolument nul et qui ne permet pas de produire de la pensée. Voilà, on y revient toujours un peu cette rengaine-là, mais très concrètement, c'est ce qu'il fait, alors que la 5G, en vrai, elle pose des super questions importantes, notamment sur l'indépendance de la France. Et évidemment, Macron ne va pas aller là-dessus parce qu'il vend la France aux financiers. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'Internet est cool, c'est qu'on peut poser le clivage comme on veut et se poser des questions intéressantes. Voilà. C'est pour ça que le monde diplomatique est cool aussi, parce que ça permet de nourrir ses réflexions. Mais évidemment, le débat de la 5G dépasse le truc tout simplement géopolitique. Il y a des trucs sociétals, environnementaux, sanitaires, tout ça. Et c'est ce qu'on va voir dans de prochaines vidéos, parce que la bataille de la 5G est lancée, et on compte bien y participer. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. C'était quelque chose d'un peu plus de fond, tu sais, où on s'est intéressé à un sujet. Ce qui est pas plus mal parce que en ce moment, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as des polémiques un peu partout et c'est un peu imbuvable l'actualité. Et ça, on va y revenir évidemment la semaine prochaine. En attendant, passe une bonne journée, des bisous et à la prochaine.